Bonsoir à tous, euh, ceux qui sont en présence avec nous et puis ceux qui sont dans la salle virtuelle, comme on dit. Nous allons commencer tout de suite et ce soir, c'est donc Omar Guerrero qui va prendre la charge du commentaire des trois leçons suivantes, c'est-à-dire des leçons 4, 5, 6, après que Thierry Roth, la dernière fois, nous avait introduit le séminaire à partir des leçons 1, 2 et 3. Euh, voilà, et puis la prochaine fois, c'est moi qui assurerai le commentaire des trois leçons suivantes. Voilà, Omar, si tu veux, on peut y aller. Oui, déjà, il y a moins de courageux qui ont bravé le froid parisien. Euh, pour ces trois leçons de mêlement qui sont très différentes. Je ne sais pas si je vais être sur des motifs pour chacune des leçons. C'est pas que la practice, c'est bien fonctionné. Il disait, ce sont trois leçons qui sont très différentes. La première, commenter un petit peu, la première, la numéro 4, la suite de ce que Thierry avait présenté la fois dernière, sur la question du nom intraduisible. Pourquoi il serait intraduisible, le nom. Et donc, euh, voilà, mêlement, il nous sert dans ces trois leçons, surtout la deuxième, mais à chaque fois, une lecture. Il y a un problème par exemple, si vous n'avez pas donné la place pour l'instant de ce que tu veux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Bon. La voix, la voix est l'un des objets justement dont on va parler un petit peu ce soir. Euh, alors, il y a des points que Charmellement amène dans ces quatre leçons qui relèvent de la pratique. Et donc, je trouvais intéressant deux grands axes par rapport au style de mêlement. D'abord, la pratique, c'est-à-dire il est très près de la clinique, des enjeux cliniques. Et de l'autre côté, il fait une lecture rigoureuse des textes de Freud. Il ne fait pas juste allusion, il revient justement très près du texte pour s'arrêter sur une phrase, sur un mot, et nous montrer qu'on n'est pas affranchi, on peut pas faire l'économie de Freud dans nos travaux, ce qui est parfois l'un des conforts auxquels on peut céder, je dirais, quand on a eu la chance d'avoir Lacan ou Melman ou d'autres collègues qui ont permis de digérer le texte, la découverte freudienne. Donc, par rapport à la question du nom propre, il s'interroge justement sur ce qu'est la traduction. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on traduit, quand on traduit un nom? Il se pose la question de certains noms qui sont traduits, d'autres pas, des noms propres qui sont traduits ou d'autres pas, certains noms de capitale, par exemple. Et il y a quelque chose de très intéressant. Quand il parle du sujet, ceux qui sont d'origine étrangère, ils sont sensibles. Euh, Quand vous obtenez la nationalité française, on vous propose, par exemple, de franciser votre prénom. Euh, Parfois pour des questions phonétiques, d'écriture, de difficultés, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que Melman s'attarde un peu sur ce problème et il dit c'est un renoncement à l'histoire. C'est-à-dire c'est pas une opération anodine. C'est un renoncement à l'histoire hein, de ce sujet. C'est un autre sujet.
dit-il. Un pseudo. Un pseudo. Parce qu'il nous explique aussi toute la question de la problématique d'une traduction qui est, comme il dit, de trahison aussi. C'est-à-dire, on trahit les éléments d'une inscription première. Et cet oubli aussi sur lequel il va s'attarder dans cette leçon, l'oubli du nom propre, qui est un oubli particulier, il va revenir plusieurs fois, qui engage ces deux grands axes freudiens, hein, que sont la mort et la sexualité. C'est-à-dire, il va nous rappeler, hein, si on l'avait oublié, c'est le cas de le dire, que toujours dans l'oubli d'un nom propre, ces deux axes sont concernés, mort et sexualité. Il se pose des questions auxquelles il essaie de répondre, hein, mêmement, comme la traduction du nom de Dieu. Pourquoi le nom de Dieu est-il traduit, contrairement à ce qu'il vient de dire? Pourquoi il se dit différemment dans les différentes langues? Il y a une première hypothèse qu'il nous propose là et qui va être reprise dans les leçons suivantes, c'est la question du littéral, ce qu'il appelle même la matérialité littérale propre à Dieu. Et il revient après pour donner un peu plus de détails sur ce cas que je ne vais pas développer parce que vous le connaissez tous, mais qui est pour moi l'une des avancées de Melman, c'est le cas de Signorelli, hein, pour lequel Melman a proposé une lecture, voilà, que vous connaissez certainement, au moins dans les grandes lignes, hein, d'avoir séparé le phonème et indiqué, proposé en tout cas une lecture de cet oubli, hein, qui nous indique, c'est pour ça que je disais que Melman va rester très près de la pratique psychanalytique dans ses leçons. Il nous indique comment procède le rêve et donc comment on peut le lire. Hein, pour Signorelli, vous vous souvenez, Sigmund, euh, ignore Élie, Élie avec un grand E, hein, pour souligner tout ce qui était la position complexe, disons, de Freud par rapport à sa croyance, à sa judéité. Mais ce qui est souligné, notamment dans cette leçon numéro 4, c'est qu'il s'agit de traduction de phonèmes. Comment l'inconscient peut se permettre de traduire des phonèmes, de travailler justement ce côté matériel, littéral, hein, du rêve. Et il y a un point, parce que tout ça sont des points d'introduction de cette première leçon, il y a un point avec lequel il termine cette introduction, qui est de repérer que ce qui est intraduisible, nous dit-il comme ça, c'est quand ça fait un. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver quelquefois dans une difficulté de lecture, d'interprétation d'un rêve et voir qu'il y a des points de butée. Et là, il nous donne quand même une indication que je trouve précieuse. Effectivement, l'une des hypothèses qu'on peut faire, c'est que là où ça bute, là où ça ne traduit pas, où il y a de l'intraduisible, c'est quand ça fait un. On va y revenir. Parce qu'il nous propose ensuite, pour cette leçon, c'est le corps de cette quatrième leçon, je trouve, euh, ces trois points concernant le rêve. C'est-à-dire définir, s'interroger sur la structure du rêve. Pourquoi le rêve nous intéresse toujours? Parce que c'est peut-être l'une des étapes incontournables d'un travail psychanalytique, mais on y reviendra certainement lors du débat. Mais le premier point, puisqu'il y en a trois, c'est de constater que le matériel diurne se mélange
à des propositions inconscientes, à du matériel inconscient, avec beaucoup de fluidité. C'est-à-dire que l'inconscient peut mélanger l'un comme l'autre avec beaucoup de fluidité. Il fait référence à une patiente de Freud euh, que l'on peut lire pour retrouver ce point. Le deuxième point, sur lequel il s'attarde un petit peu plus, c'est de constater que le matériel du rêve est le même matériel que l'on retrouve dans des lapsus, des actes manqués et autres manifestations de l'inconscient. Ce même matériel. Alors, pourquoi pourquoi, on reste sur ce deuxième point, hein, pourquoi rêve-t-on? Hein? Quelle est la fonction du rêve? Il nous dit que pendant près d'un siècle, on est resté à penser, comme nous le disait Freud au départ, que c'était une réalisation d'un désir, avec des exemples parfois très classiques qu'on apprend dès la première année de psycho. Voilà. Vous avez soif, vous avez fait un rêve qui comble, qui vient compléter cette boucle désirante. Or, Melman, il avait l'art aussi de nous surprendre une fois qu'on était dans une position bien confortable et il n'était pas là où on l'attendait. Il nous rappelle que ce n'est pas une réalisation d'un désir, mais que c'est un peu plus complexe. Ce désir n'est pas la soif. On n'a pas de bouteille ce soir derrière. Ce n'est pas la soif, euh, mais un désir de dormir. C'est-à-dire quelque chose qui est complètement d'un autre ordre. C'est-à-dire un désir de dormir pour ne pas rencontrer le réel. Pour ne pas rencontrer le réel. Ça, je pense que c'est un élément. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Je pense que cet élément-là, on devrait l'avoir bien présent à l'esprit, hein, pour ne pas rencontrer ce réel, qui est une base, pourrait-on dire, organique même du rêve. Il se pose trois ou quatre questions ici au deuxième point. Qui rêve? Avouez que ce sont des questions qu'on ne se pose pas souvent. Tellement on est pris dans la lecture, la volonté d'interprétation d'un rêve d'un patient, par exemple, ou de nous-mêmes. Qui rêve? Qui est le sujet de ce rêve? Se demande Melman. Deuxième point à l'intérieur de ce grand deuxième point, c'est la question du travail intellectuel. Il remarque qu'il y a un travail intellectuel qui peut se poursuivre pendant le rêve. Il nous donne des exemples, parfois de chercheurs, mathématiciens, scientifiques ou autres, peut-être même des psychanalystes ou des artistes, qui peuvent poursuivre pendant le rêve et trouver de solutions intéressantes à des questions qui se sont posées, à des questions intellectuelles qui se sont posées dans la journée. Il y a une différence, troisième petit point à l'intérieur de celui-ci, une différence avec les besoins organiques et les désirs sexuels, qui ne sont pas du même ordre que justement ce matériel de travail intellectuel. Et un quatrième point, la question aussi intéressante, je trouve, de l'atopie, l'apostrophe, l'atopie du rêveur. C'est-à-dire, où est-ce qu'il se trouve? Et comment pourrait-on définir cet espace, ces lieux où évolue le rêve? Mais donc, tout ça pour nous donner simplement le, le matériel, hein, du rêve. Et le troisième point, qui est pour moi peut-être le plus important, et s'il ne faut retenir qu'un de cette première leçon, la numéro 4, et
et qui va revenir, et je compte aussi d'ailleurs sur, notamment sur Stéphane, sur ce point après, c'est par rapport à l'écriture idéographique. Euh, Parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, même au-delà de ce que Melman a dit ici. Je disais Stéphane par rapport à l'écriture, des idéogrammes, par exemple, pour les distinguer. Je ne pense pas qu'il faille confondre, mais ça va être pour moi le fil conducteur qu'il a dans ces deux premières, la 4 et la 5, où Melman parle d'écriture idéographique, de début. Où il se pose la question, est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que pour le rêve, il s'agit d'imaginaire? Oui, j'essaie de faire ça. Il dit que non, ce n'est pas de l'imaginaire. Donc de là, on peut être dégarçonné, on se dit que ce sont des images. Il nous a souvent parlé de contiguïté, qui était pour moi l'une des propositions les plus intéressantes de Melman, de dire que le rêve, Ah, c'est parce que je croyais que c'était des images tu m'avais dit que c'est les qui câbles, avaient c'était pas entre orange, je elles sais pas quoi. une relation, une simple relation de contiguïté, et que les connecteurs logiques, c'était nous qui la mettions, hein, qui faisons déjà une forme de création quand on fait le récit d'un rêve. Mais donc là, il nous dit que non, ce n'est pas de l'imaginaire. Il parle de ces éléments significatifs, hein, qui vont être proches de l'hallucination, par exemple, mais il nous dit que ce n'est pas du tout ça dont il s'agit dans le rêve. Ce n'est pas non plus du symbolique, ce qu'on pourrait penser, n'est-ce pas, avec la question du codage, de tous les symboles qu'on peut trouver dans un rêve. Il nous dit que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, mais plutôt du réel. Alors là, le rêve, ce serait du réel, c'est-à-dire des éléments qui font signe. Des éléments qui font signe avec deux petits ajouts qu'il fait, hein, en nous rappelant que pour le rêve, il n'y a pas d'interlocuteur. Mais voilà, vous savez que c'est un séminaire oral. Nous avons le texte, mais c'est un séminaire oral où il complète les idées, il revient, parce qu'il va revenir sur cette question de l'écriture idéographique juste après. Mais il nous rappelle, après avoir dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur, le psychanalyste qui le rêveur s'adresse fait partie du concept d'inconscient. Je pense que déjà là, nous pourrions avoir plusieurs questions. Que dire de ces rêves où le patient vous dit vous avoir vu, vous, l'analyste, euh, ou ces rêves qu'on pourrait penser adressés à l'analyste, justement. Mais donc, voilà, j'arrêterai la leçon 4 ici, sur ce point, hein, de l'écriture idéographique, parce que peut-être que je suis passé un peu vite sur la question du rébut, mais c'est la question la plus basique, c'est-à-dire d'un rêve qu'il ne faut pas lire justement simplement comme cette suite d'images, mais qu'on peut se permettre, et il va nous le dire avec un peu plus de détails, leçon 5, euh, qu'on peut attraper le phonème utilisé dans une image, décomposer, lire séparément, et qu'en plus, une lecture n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, les deux peuvent cohabiter. Donc, je passe sur ce début de leçon 5 où, où il va reprendre pour faire la jonction avec la leçon précédente. Donc, il n'y a pas à redire tous ces éléments-là, mais quand même quelques-uns qu'il va nous proposer pour compléter. Notamment un qui m'a beaucoup intéressé, la question de la langue. Il dit que dans le rêve, il s'agit d'une langue privée, mais une langue privée que le sujet ne comprend pas. Et il revient à ce moment-là sur la question de l'écriture idéographique, avec deux points qu'il nous propose de retenir par rapport à cette écriture idéographique.
D'abord, c'est la valeur phonétique. Hein, c'est ce que je vous disais à l'instant. Je donne quelques exemples. On voit une maison. Et donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faudrait interpréter de cette maison? Et on pourrait s'inspirer de la lecture qu'il fait du cas Signorelli. Parce qu'on peut décomposer le mot maison et il s'autorise Melman à le faire de manière très, très libre. Parce qu'il dit, ça peut être mais, plus loin, on, voilà. Mais ça peut être aussi messe, une messe, plus loin, on, euh, comme il a fait pour Signorelli, c'est-à-dire prendre un phonème, euh, chercher, le séparer, le découper, un peu comme on fait en séance avec un patient. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui insiste, ce mot, il y a peut-être un phonème qui nous intéresse, une prononciation qu'on peut, qu'on peut isoler. Donc ça, c'est le premier point, la valeur phonétique hein, de cette écriture idéographique. Deuxième, c'est qu'il s'agit de signifier hein, que ces idéogrammes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, en tout cas que ces images représentent. Et il nous dit, à cet endroit-là, que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lecture phonétique, isoler la valeur phonétique d'un terme, et en même temps utiliser le signifié qui est là représenté. J'en viens maintenant à ce qui me paraît l'axe principal de cette leçon 5 et qui est peut-être pour moi une avancée que je n'avais pas lu comme ça avant ou je ne lui avais pas donné cette importance. Et quand même, en cherchant mes notes de quand j'y étais présent à ce séminaire, euh, je me rends compte que c'est un point qui n'avait pas retenu mon attention et qui me paraît être peut-être le plus important de cette leçon numéro 5. C'est le passage. Il s'adresse d'ailleurs aux psychanalystes d'enfants en disant vous devriez être habitués, hein, quand vous travaillez avec des enfants, à lire les dessins d'enfants de cette manière-là, comme un rêve, à vous autoriser à... Enfin, il dit pas il faudrait que, il suppose que les psychanalystes d'enfants le font. Euh, il dit qu'il y a un passage donc, de cette lecture, de cette écriture, pardon, idéographique à ce qui serait une alphabétisation. C'est-à-dire le passage de ces images que l'on voit dans le rêve à la lettre, des petites lettres. Et qu'il y a donc deux opérations hein, qui sont importantes ici, avec l'alphabétisation, le passage de l'image à la lettre, c'est qu'il y a un détachement du signifié, un détachement de l'objet, et que cette écriture alphabétique va permettre une richesse beaucoup plus importante, plus complexe. Et il y a le deuxième point par rapport à cette évolution, à ce passage à l'alphabétisation, c'est la question de la voix. Parce que les lettres vont permettre justement une phonétisation. Alors pourquoi ça me paraît le point le plus important de cette leçon? Parce que nous voyons là cette évolution, ce passage, comme une opération qu'on peut repérer à d'autres endroits, dans d'autres situations, euh, peut-être même de manière historique, dans l'histoire de l'humanité, mais qu'on peut voir aussi dans, dans les cures avec nos patients, hein, ce détachement par rapport à l'objet, la difficulté de ce détachement, hein, la résistance de patients
pour ne pas lâcher quelque chose de cette figuration. Dans le rêve, il nous dit qu'il s'agit d'une langue sans codage, qu'il s'agit d'un codage qui s'invente, hein, avec permanence, enfin en permanence, sauf, sauf pour la symbolisation sexuelle. Ce qui est curieux. Ce qui est curieux, que justement, il y ait ce contenu-là, hein, qui résiste, comme on le disait pour la traduction tout à l'heure, qui résiste à cette invention que se permet l'inconscient dont il rêve, enfin, dans le rêve. Un autre élément qu'il nous propose pour conclure cette leçon 5, c'est que le discours, et ça s'approche un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, ces images contiguës, il nous dit que c'est un discours avec des parties désordonnées, auxquelles on va justement donner un certain ordre. Quand on donne déjà un certain ordre, quand on établit un récit, le sujet, le rêveur, est déjà en train de laisser sa signature, de faire un choix, de mettre les parce que, les donc, les ensuite, qui ne sont pas entre ces images-là. Il y a un point aussi qui m'a touché à la fin de cette leçon 5, c'est quand il rappelle la possibilité de contradiction qu'il y a dans le rêve et l'utilisation que fait le rêve des sens opposés. Donc évidemment, il renvoie à l'article de Freud sur le sens opposé des mots originaires. Avec toute cette polémique, il la rappelle pas là, mais je pense qu'il a dû la rappeler plusieurs fois à d'autres endroits. Vous vous souvenez l'article qu'avait fait Benveniste dans les problèmes de linguistique générale, paru à peu près en même temps que les écrits de Lacan, où Benveniste disait gentiment que Freud s'était trompé, que Freud n'avait pas les connaissances suffisantes et que il démontre comme ça. Il prend certains exemples abordés par Freud pour dire mais non, pas du tout, pas du tout. Donc Melman ne le reprend pas ici dans le détail, mais je sais qu'il y a d'autres endroits où il avait fait, où il nous rappelait qu'on ne fait que ça, qu'on ne fait que comme ça, et que c'était déjà une intuition pour moi très, très puissante de Freud, qui n'avait pas les outils pour parler de signifiant euh, ou autre. Euh, les exemples que nous donne Melman dans d'autres textes, c'est l'utilisation qu'on a dans toutes les langues. Bon, on parle en français, donc il nous donne des exemples en français. Il dit par exemple, quand un enfant a mangé une crêpe et qu'il a le chocolat jusqu'aux oreilles, on peut lui dire, eh ben dis donc, c'est du propre. Et vous voyez qu'on est en train d'utiliser un mot pour signifier le contraire. Comme quand on dit à un enfant, un mon grand, et d'autres exemples qui va nous donner, euh, voilà, qui montrent quelque chose de cette possibilité signifiante qui est à l'œuvre ici dans le rêve, et qui rend la lecture, l'interprétation d'un rêve encore plus riche. Il y a un point, c'est pour ça aussi que j'interrogeais un peu Stéphane. Je ne sais pas ce que tu pourrais nous dire par rapport aux idéogrammes ou à d'autres formes d'écriture que tu connais, mais il nous dit ici que l'écriture euh, idéographique n'a pas de chute. C'est-à-dire, il y a pas de perte, parce qu'il ne le dit pas comme ça, mais c'est mon interprétation. Qu'il y ait de perte, il faut que ce soit des lettres qui peuvent justement euh, chuter, se perdre. Et il termine cette leçon par un petit clin d'œil que je vous propose aussi.
en nous disant que l'inconscient est la part infantile. C'est Freud qui le dit, hein. L'inconscient serait la part infantile. Et que l'un des buts attendus d'une psychanalyse serait donc d'améliorer la vie sociale, de nous rendre plus adaptés. Et il va revenir dans la leçon suivante, en s'adressant de manière explicite aux psychanalystes, euh, voilà, en nous demandant si on a réussi, si depuis Freud, la psychanalyse ou les psychanalystes ont rendu la vie sociale meilleure. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Euh, il y a un changement de cap pour la sixième leçon, hein, qu'il appelle enfance. Et c'est une leçon un petit peu différente parce qu'il rentre dans un autre sujet, hein. Il n'est plus question de rêve, mais il sera question d'objet. L'objet A de Lacan, les quatre objets A dont parle Lacan, et il va prendre le temps dans cette leçon de les définir, de s'attarder un peu. Vous les connaissez, hein, ces objets A. Je vais simplement les nommer euh, et dire peut-être un mot sur l'un d'eux. Le premier, c'est les fesses, excréments. Ici, il y a un point intéressant qui peut vous intéresser aussi, en mettant en lien avec les travaux de Marcel Schermack quand il parle de déspécification de la pulsion. Euh, Quand Melman rappelle ici que nous sommes dénaturés, et il met l'accent et il nous rappelle combien il aime ce terme, le par-l'être dénaturé par le langage, c'est-à-dire que nous n'avons plus cette tranquillité que peut avoir l'animal avec ses instincts, mais qu'on est tout le temps à courir justement derrière des objets qui ne sont pas le bon. Et il nous dit, c'est pour ça que je dis comme ça un mot ici en parlant de fesses ou excréments, il nous dit de quelle manière la retenue, pas la retenue, la rétention ou la profusion, c'est quelque chose qui va signer d'une certaine manière l'adéquation de l'enfant par rapport à la mère ou aux premiers adultes qui s'occupent du soin de l'enfant. Là encore, les psychanalystes d'enfants, j'en suis et il y en a dans la salle, peuvent être sensibles à, à ce moment où l'enfant se met en lien avec une mère. Effectivement, les excréments apparaissent comme ce premier objet, monnaie d'échange. On le voit même chez des enfants plus grands, des petits obsessionnels, pas qui sont derrière la porte en attendant qu'on vienne l'essuyer avec des parents qui courent. On arrive, non, non, pas encore, c'est pas encore fini. Donc on peut s'éloigner, non, ça vient, ça vient. Et qui apprend cette contrôle pas seulement du sphincter, mais de ce petit monde qui, qui attend, et qui est à sa merci. Ensuite, deuxième objet, il se propose de nous parler du sein. Mais il nous dit que ce n'est pas le sein, le vrai objet, que ce serait trop facile, effectivement, de rester sur cette lecture première. Le sein, l'oralité. euh, Mais il nous dit que c'est le placenta. À la place du sein, il met le placenta comme objet A. Comme objet A, en soulignant le rôle d'intermédiaire entre l'enfant et la mère, garant d'une harmonie entre le fœtus, par exemple, et la mère. Oui, il parle d'harmonie. Troisième objet, la voix, en soulignant
les utilités de la voix. Le commandement, par exemple, euh, ou le chant. La question du chant aussi comme une forme d'harmonie de cet objet, toujours entre le sujet et le grand autre. Et il y a le quatrième, qui est donc le regard. Le regard pour lequel je pourrais aussi souligner ce qu'il appelle les troubles de la vision, que j'ai pu constater moi-même avec des patients en situation post-traumatique, enfants, des enfants qui présentaient, je crois que j'avais fait une intervention là-dessus à des journées, non pas Grenoble, mais à Rhône-Alpes, avec des collègues linguistes, justement, qui avaient initié des journées, parce que j'avais rencontré à une époque beaucoup d'enfants qui présentaient ce symptôme et qui était un symptôme d'ordre post-traumatique et qui était le strabisme divergent. Des enfants qui avaient été forcés de voir des sévices ou des situations qu'ils n'auraient pas dû voir et qui présentaient ça, y compris après une opération, que les médecins trouvaient simple, petit muscle, et strabisme qui revenait. Et donc là, euh, voilà, Melman nous parle, encore une fois, de ces troubles de la vision qui sont, en tant qu'objet A, intermédiaires entre le sujet et le, le grand autre. J'en viens au point qui me paraît peut-être le plus important de cette leçon, parce qu'il passe du temps à décrire les objets A. Il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ce statut d'objet perdu? Pourquoi parler d'objet perdu? Vous vous souvenez, les premières traductions de Freud parlaient de retrouver l'objet, qui était un terme qui pourrait aussi nous questionner. Qu'est-ce que ça veut dire retrouver? Est-ce qu'on l'a déjà eu ou qu'on le retrouve? Et donc, il nous parle d'objets perdus euh, en, en nous donnant une version que je trouve très intéressante. Il nous explique que l'objet est perdu tout simplement parce que cet objet qui serait ce cadeau que nous adressons au grand autre, qui nous serait demandé par le grand autre, tout simplement, au lieu de ce grand autre, il n'y a personne. Il nous rappelle ce qui est certainement une évidence pour nous, analystes, mais même nous, analystes, on aime de temps à autre y croire. Supposer que ce grand autre est malgré tout habité ou qu'il attend quand même quelque chose de nous. De nous. Il y a un autre point qui me paraissait important à retenir de cette leçon, peut-être deux, hein, si j'ai le temps, oui. Deux points. Pourquoi, pourquoi ça s'appelle objet A? Pourquoi ce A? Et, euh, et il nous dit, c'est une thèse qu'il avance, hein, il le dit comme ça, que ce A fait référence à Cantor. À Cantor est l'infini, puisque c'est le symbole, Aleph, que Cantor a utilisé pour cet infini. Si vous voulez plus de détails sur cette petite histoire, qu'il ne donne pas ici d'ailleurs dans ce séminaire, vous pouvez consulter un livre que Virginia Hasenbalg a fait justement sur les mathématiques adressées aux psychanalystes, où il y a l'histoire, la définition en quelques pages, de manière très, très claire sur Cantor. Alors, il fait cette hypothèse et il va nous dire de quelle manière cet objet A, hein, cet objet petit a, se trouve dans les discours, dans les quatre discours.
Vous savez qu'il pouvait être dans la provoque quelquefois charnellement. Donc il dit dans les trois discours, discours du maître, discours de l'université et discours de l'hystérie. Les trois jouent avec l'objet A, ils le mettent en circulation, ils en jouissent, pour nous dire après, une fois qu'on a dit, c'est pour ça que je disais, il nous arrive nous aussi, psychanalystes, d'y croire, une fois on a eu l'impression que le discours de l'analyste allait être différent, nous dire, bah, nous, c'est pas le cas. Nous, le petit a est en place d'agent, donc on ne jouit pas, on ne le met pas en circulation. Et il nous dit, eh ben, le discours de l'analyste, il ne vient que pour compléter la boucle, pour qu'on continue de faire pareil, le, pour boucler la boucle. Il le dit comme ça, tout en disant que, voilà, on pensait que le discours de l'analyste était subversif, que là, il va rien subvertir, qu'il rentre dans cette ronde, hein, comme il le rappelle. Maintenant, il dit quand même un mot, et je vais peut-être terminer sur ce point, la, la différence entre la pratique freudienne et la pratique lacanienne. C'est un point qui m'intéresse beaucoup du point de vue du transfert, parce que freudien et lacanien, on peut dire qu'on manie le transfert différemment. Mais là, il, euh, il va faire le lien mêlement, surtout le lien ou la différence plutôt entre freudien et lacanien, autour de la fin de l'analyse. Il nous dit que la fin de l'analyse freudienne est justement l'explication, l'adéquation par rapport à ce que ce grand autre demande de nous. Il le dit avec ces termes-là. Il attend de nous qu'on baise, qu'on travaille, qu'on soit en paix avec les autres. Et l'analyste freudien fait cette explication et accompagne son patient dans cette direction-là. La pratique lacanienne est tout autre, on nous dit mêlement, puisque l'analyste lacanien sait qu'il n'y a personne à la place du grand autre, qu'il n'y a aucune prescription à donner à son patient, aucune ordonnance, et il n'y a que ce petit A, justement, comme il nous le rappelle, qui va diriger la vie du sujet à partir de l'écriture du fantasme. Et je termine tout à fait, puisque c'est la fin de cette leçon où il nous dit que ce discours donc, de l'analyste lacanien est un discours qui va confronter le patient euh, au réel. Un discours, et il définit dans les derniers paragraphes, ce discours sans parole. Sans parole, en nous rappelant justement que la parole est du côté du sens et que ce n'est pas ça que cherche l'analyste, justement. Vous parlez de Virginia Eisenberg. On a travaillé le week-end dernier sur justement la leçon 9 de la névrose obsessionnelle avec les collègues des matinées lacaniennes. Et je crois que c'est là que je rappelais justement l'écriture du sens au niveau du nœud borroméen. Vous voyez le nœud du symbolique qui surmonte le nœud de l'imaginaire en laissant cette parcelle-là pour le sens escamoté de ce petit A, décomplété par le réel justement de ce petit A.
Et donc, ce n'est pas ce sens-là que nous cherchons. Ce discours sans parole est un discours qui peut se réduire, hein, quelquefois à un son, à une répétition, à une résonance, pour laisser justement toute la responsabilité au sujet de ce qu'il a à y entendre. Je vais peut-être m'arrêter sur ce point en vous disant de quelle manière justement j'ai associé ces deux premières leçons où il est question du rêve, euh, et ensuite passer à la question de l'objet A, hein, qui est dans cette autre leçon. Et en redisant ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que je trouve que Melman avance là sur des questions de pratique, de la pratique psychanalytique, euh, sans s'arrêter à des banalités ou à des questions que parfois on trouve décalées. Il se pose toutes ces questions-là. Il se pose ces questions et il essaie de donner des réponses, parfois pour y revenir à la leçon d'après, mais toujours un travail très rigoureux que nous avons intérêt avec vous, je pense, à reprendre et à vérifier. Peut-être que dans les questions des discutants, on aura vérifié justement l'actualité ou si on peut avancer plus loin que ce que Melman nous propose dans ces deux ou trois leçons. Merci pour votre attention. Merci, Omar, pour le parcours que tu as effectué de ces trois leçons. Tu dis, est-ce qu'on peut aller plus loin que ce que Melman propose? Je crois que déjà, comment dire, Melman lui-même avance des choses. Merci beaucoup. Melman avance déjà à partir de l'enseignement de Freud et de sa reprise par Lacan. Melman avance des choses qui, je pense que c'est déjà pas mal de, effectivement, comme tu as tenté de le faire, d'entendre un petit peu ce qu'il nous dit et la façon dont il nous bouscule un peu quand même, hein, parce que c'est pas, comment dire, tu as essayé, à juste titre, hein, de rendre compte du contenu de ces trois leçons. Mais à côté de ça, il y a l'attitude de Melman, en quelque sorte, qui se révèle un lecteur très, comment dire, très respectueux et en même temps très impertinent, parfois. C'est-à-dire il va pas hésiter à mettre, soulever des questions qui sont des questions qui, effectivement, nous, ne peuvent que nous bousculer un peu, enfin nous faire nous questionner, par exemple. Hein. Je crois que tu l'as évoqué, mais j'appuierai un petit peu dessus. Par exemple, concernant le rêve. Bon, le rêve est la réalisation d'un désir. On a l'habitude d'entendre ça tout le temps, et c'est une de nos rengaines, tu l'as très bien dit. Mais quel désir? Le désir de dormir. Hein, le désir de dormir, c'est-à-dire de nous protéger du réel, ne soit pas exposé au réel. Voilà, c'est ça, à ça que sert le rêve. Mais on peut pas aller plus loin. Melman va dire, le rêve met en place un réel. Alors, voici un peu. Est-ce que le rêve nous protège du réel ou est-ce qu'il met en place un réel? Mais les deux sont à tenir dans la même tension. Hein. Et simplement, c'est pas tout à fait avec la même résonance que le terme de réel vient dans les deux cas. Et, et Melman dira dans la même leçon, euh, je crois que tu l'as évoqué, rien de plus réel qu'un rêve. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'entend parfois hein, chez les analystes, le rêve, c'est pas une histoire qu'il s'agirait de pouvoir déchiffrer comme ça et puis de traduire et puis voilà, on donne le sens, on termine dans le sens, comme on a toujours beaucoup tendance à faire. Et bien sûr, du sens, il en faut un petit peu. Mais le rêve, rien de plus réel qu'un rêve. Ça veut dire que tout de même, il y a à prendre en compte là l'embarras qui est celui du sujet, du rêveur, par rapport à ce qu'il a rêvé. Ça se résout pas comme ça en, de manière simple. Et là aussi, il va dire d'autres choses, je trouve. J'insiste, toi, tu as essayé de déplier
en expliquant les leçons. Tu as eu raison, c'est un très bon. Moi, du coup, j'insisterai un petit peu plus sur, très rapidement, hein, sur ce qui fait que ce sont des leçons qui bousculent au-delà de l'explication. Par exemple, quand Melman dit le sujet du rêve, il est, euh, il est absolument pas un. Il n'est pas un. Il est, il est, il s'articule à partir de plusieurs places qui ne sont pas du tout unitaires. Il est polycéphale à un moment donné. Voilà, exactement. Il est polycéphale, dit-il. Eh bien, voilà de quoi nous poser des questions, de savoir ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons quand nous laissons un analysant aux prises avec son rêve, ou alors quand nous interprétons, quand nous lui donnons une interprétation? Comment nous situons-nous par rapport à cette question du sujet, par rapport à cette question du réel? Euh, Est-ce qu'on lui simplifie trop le travail? Est-ce qu'on le rend sensible à la dimension Toutes ces questions sont impliquées par la lecture que fait Melman de l'introduction à la psychanalyse de Freud. C'est pas du tout la même, enfin il faut bien le dire, hein, c'est pas du tout la même psychanalyse, même si bien sûr nous nous réclamons, et à tout à fait juste titre et fondamentalement, de Freud, mais c'est pas la même psychanalyse. Et à la fin, tu l'as évoqué, quand, mais je crois pas que tu aies prononcé le mot, mais quand Melman, à la fin de la leçon 6, souligne les différentes manières de pratiquer de Pan et de Freud, il n'hésite pas à dire, hein, ce qui est quand même assez osé, que Freud est psychothérapeute. Oui. C'est-à-dire qu'il emmène son analysant vers une recherche de sens et un aboutissement de sens. Hein. Sens phallique, sens social. Freud, c'est pas seulement ça, bien sûr. Mais il y a cet aspect-là. Hein. Et Melman le dit. Alors que Lacan était là-dessus beaucoup moins orienté par le souci justement de, de restituer au sujet une sorte de balisage de sens. On y reviendra la prochaine fois, puisque la prochaine leçon, elle porte sur la question du père chez Freud. Or, la psychothérapie, c'est une certaine manière de, de, de traiter la question du père dans la conduite d'une cure. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas être trop long, je vais laisser la parole à Thierry. Peut-être juste un mot, parce que tu m'as posé la question, Omar, à propos de ces langues, disons, où il y a des idéogrammes, comme on dit, alors que Lacan, lui, parle de lettres. Hein, il parle des lettres chinoises, il ne parle pas spécialement des idéogrammes. Parce que les idéogrammes, ça entretient toujours cette espèce de mythe que ce serait plus ou moins des dessins de choses qui seraient devenues des lettres, ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui ne tient quand même pas devant le fait que les lettres chinoises sont des lettres. La dimension littérale y est, même si elle n'y est pas tout à fait comme dans nos lettres à nous, puisque ne serait-ce qu'à cause de leur nombre, de leur multiplicité et de leur variété graphique. Ça a des conséquences. Ce n'est pas notre propos ici. Simplement, dans Melman évoque l'écriture idéographique pour parler du rêve, il veut dire qu'il y a des éléments du rêve, comme dans l'écriture chinoise, il y a des lettres qui valent, sont employées, dont l'usage les pose comme valant de façon signifiante, elles valent pour leur son, par exemple, et d'autres, enfin, où le même vaudra parfois pour son signifié. Et les deux sont utilisables. Et il dit, mêlement, les enfants, ils font ça spontanément quand ils écrivent avec des dessins, etc. Quand ils font de l'écriture avec le dessin. Voilà, juste pour répondre très brièvement, mais... Oui, merci Omar pour avoir repris effectivement les principaux éléments de ces trois leçons qui nous permettent de s'interroger sur plusieurs choses, mais je vais pas être long, je vais peut-être rebondir sur ce que Stéphane vient de dire par rapport à Freud, où de temps en temps, Melman effectivement
écorche un peu Freud, comme il le fait parfois aussi avec Lacan, d'ailleurs moins souvent, mais parfois. Et je crois qu'il faut pas non plus caricaturer peut-être ces manières que même on peut avoir parfois d'écorcher Freud, parce qu'il passe son temps à louer en même temps le travail de Freud. Je me souviens d'une petite réunion où Melman avait dit, moi, mon transfert, il est à Vienne. Ça m'avait beaucoup surpris parce qu'on aurait pu imaginer qu'il était plutôt à Paris, puisque c'est là qu'il a été formé, pas très loin de là où nous sommes ce soir. Mais il avait dit, moi, mon transfert, il est à Vienne. On était allé plus d'une fois. Bon, euh, donc on dit, oui, ben, c'est Freud qui le dit, hein, Melman ne fait que rappeler Freud. Le but d'une psychanalyse, c'est de permettre d'aimer et de travailler. Hein. Melman reprend avec ses mots à lui, mais ça revient à peu près au même. Bon, et Omar, je crois que tu rappelais tout à l'heure le sens phallique, Stéphane a un petit peu repris. C'est vrai. D'abord, c'était aussi le social de son époque. Donc, il traitait des hystériques avec leurs problèmes de cette époque et des gestionnels avec leurs problèmes de cette époque. Et donc, on trouve tous, moi aussi, que Lacan nous a permis un pas supplémentaire en disant, ben, cet autre, notamment l'autre social de l'époque de Freud, par exemple, cet autre, en fait, il est vide et que donc, on ne va pas se contenter d'aider un patient à mieux aimer, mieux baiser, mieux travailler, mieux... mais que on va aider à se confronter à ce vide de l'autre. Là, c'est de la théorie. Hein. Là, on est tous d'accord, on est tous contents. Mais dans la pratique, y compris dans la pratique des analystes, hein, c'est pas encore tout à fait, je crois, avéré. Et par ailleurs, ce vœu lacanien fort louable, qu'il a traduit notamment par ce dont on pourrait être coupable, c'est pas de provoquer le père ou de se soumettre au père ou je ne sais quoi, c'est de céder sur son désir. Hein. Vous vous rappelez tous cette formule dont on fait un peu trop de bruit parfois. Mais alors, est-ce qu'un patient dont on libère le désir, on va toujours dire que c'est une réussite thérapeutique? Parce que c'est le sien et puis que finalement, il n'y a pas de raison de ne pas le libérer. Maintenant, on parle notamment dans Quartier-Lacan et dans d'autres endroits où il dit qu'il n'y a pas de raison que le désir de l'un soit forcément moins bien que celui de l'autre. Et aider un patient à ne pas céder dessus, c'est une manière. Alors de quoi? C'est là que, il me semble, il y a au moins. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais juste en un mot, il ne faut pas confondre, l'appel. Comment dire? Il ne faut pas confondre l'appel hédoniste que ça pourrait représenter, voire un appel, pourquoi pas la perversion, que d'aller y voir, d'aller au bout de ce qu'est la structure de son désir et de son fantasme, et donc justement de la limite inhérente à cette structure même. Mais on a tous pu voir les grandes réussites de levée de symptômes et de désirs, donc les conséquences ne sont pas toujours forcément celles qu'on aurait pu espérer. Donc, tout ça est très complexe et parler du vide de l'autre, c'est effectivement l'un des grands apports lacaniens, mais j'insiste qui reste à vérifier qu'ils en tiennent compte, les lacaniens en question, et que vraiment leur fin de cure soit si différente de celle des freudiens. Pour parler parfois avec des freudiens, c'est pas toujours si évident que ça. Mais c'est vrai qu'il y a chez Lacan, et même on insiste souvent dessus, des éléments d'apport comme ça. Peut-être juste encore un ou deux points. Oui, tu as repris l'idée du pseudo, là. Quand on traduit le nom, ça devient un pseudo. C'est vrai. Qu'on pourrait ajouter, c'est que ce pseudo, parfois, ça soulage aussi. Ça n'a pas toujours les effets que délicats, de déréalisation, comme le dit Melman, etc. Il y a des gens qui sont très contents et qui sont très à l'aise par ce changement de nom, puisque ça soulage effectivement de la soumission à s'aligner. Et on sait bien que les femmes, quand elles se marient, quand elles prennent, c'est moins le cas aujourd'hui, quand elles prennent le nom de leur mari, elles en sont parfois très, très contentes, parfois moins. Parfois, après un divorce, elles veulent garder d'ailleurs le nom du mari.
Donc, ce changement de nom peut avoir des effets de toutes sortes, mais y compris, pourquoi pas thérapeutiques, ou en tout cas soulageants. On peut dire pareil des gens qui changent de langue. Hein, comme tout le monde, j'analyse quelques personnes dont la langue maternelle n'est pas le français et qui parfois disent que la vie pour eux leur est plus facile en français que dans leur langue d'origine, par exemple. Et parfois, ça peut être l'inverse aussi. Quand on quitte sa langue d'origine, on se retrouve dans une position autre dans laquelle on ne sait pas trop comment faire. Il peut y avoir les deux aspects. Ça, c'est par rapport au nom. Peut-être une dernière remarque pour laisser la place à d'autres. Euh, oui, sur l'usage des mots, peut-être, ou sur la voix. Enfin, disons, allez, l'usage des mots et du contraire. Hein. Tu as insisté, tu as donné des exemples très évidents comme ça à comprendre. On dit à un petit garçon, mon grand, et en général, il est content, le petit garçon, quand tu lui dis ça. Enfin, pas toujours, mais souvent, etc., etc. Et je me disais, en t'écoutant, je ne crois pas que j'ai pensé en lisant mêlement là pour ce soir, mais la manière dont tu le disais, qui était très interprétée dans la manière dont on peut le dire, effectivement, et qui était très bien amenée comme ça m'a fait penser, quelle est la différence avec une dénégation? Parce que, on pourrait dire, finalement, c'est aussi une dénégation, hein, de dire, par exemple, un petit garçon qui dira, mon père, qu'est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas une dénégation? Il y a des fois, on peut ne pas être sûr. Je crois que ce qui permet, c'est un peu comme la différence entre le mot d'esprit et le lapsus. Le mot d'esprit, ça ressemble beaucoup à un lapsus, sauf que il y a une intention, il y a une jouissance, une jubilation dans le mot d'esprit. Et dans les exemples que tu donnais de l'usage du contraire des mots, viens mon grand, un petit garçon, par exemple, il y a effectivement une recherche de jubilation partagée avec le partenaire, comme pour le mot d'esprit. Si le partenaire ne rigole pas, le mot d'esprit est un peu raté. Alors que dans la dénégation, justement, il n'y a pas cet élément-là. Il y a la volonté de dire l'inverse de ce que finalement on dit. Alors que là, au contraire, c'est tout à fait assumé de dire à un petit garçon mon grand, c'est pour le narcissiser, c'est pour lui faire plaisir. Donc je crois qu'il y a une petite différence, mais qui serait peut-être justement à interroger quand même sur tout ce qu'il y a autour de la dénégation. Il y a des exemples freudiens très, très connus là-dessus. Voilà, j'aurais d'autres choses, mais peut-être là, ça fait déjà quelques éléments, et puis peut-être j'en reste là pour le moment. Oui. Oui, il y aura certainement aussi des questions dans la salle. Moi, je reviendrai surtout, enfin, il y avait plusieurs choses dans ce que vous disiez, tous les deux. Euh, L'adresse de Melman et l'adresse aussi à des psychanalystes, alors que c'est un séminaire pour introduire la psychanalyse, mais il s'adresse aux psychanalystes aussi. Il s'adresse, il aurait pu faire une différence entre freudien et lacanien sur d'autres points, mais il choisit la fin d'analyse. Et comme tu le dis, Thierry, oui, il y a des freudiens qui peuvent finir leurs analyses d'une autre manière, ou des lacaniens qui ne sont pas là où Melman suppose. Mais je trouvais quand même que c'était une invitation. Il nous invite à réfléchir, hein, et à savoir si, effectivement, on est passé par là. À savoir, justement, qu'il ne s'agit pas d'une invitation hédoniste, comme il le dit dans L'homme sans gravité, à jouir sans entrave. Hein. Mais il y a un mot qu'il avait prononcé et qui me sert toujours comme un outil de travail, c'est d'être conséquent. Conséquent. Accompagner un sujet parce qu'il assume les conséquences de ses actes. Euh, on n'est pas là à lui dire que c'est bien ou pas bien, non. Être conséquent, et parfois on peut le dire d'une autre manière, être adulte, tout simplement. Être adulte, et on ne va pas le contraindre, on ne va pas lui indiquer la voie, hein, ou lui dire de quelle manière il serait attendu qu'il le soit. Donc ça, c'est par rapport à freudien lacanien.
Maintenant, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est une piste, la dénégation, une piste à explorer. C'est-à-dire, quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Quelle est la valeur de trouvailles? Et je pense que même chez Freud, il y a des pistes. Hein, quand on lit ce qu'il a écrit sur l'humour, par exemple, hein, quand il parle de cette verticalité, hein, qui est perdue un instant quand on glisse sur une peau de banane, et que la première chose qui vient, c'est le rire. Avant de tendre la main à l'autre, lui dire, Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas. Ce rire est un rire victorieux, où dans ma tête, j'étais gagnant parce que l'autre, il a perdu sa stature phallique. Euh, il y a aussi, dans tout ce qu'il fait pour, voilà, sur l'homorat, il y a aussi des questions qu'on pourrait reprendre. Mais effectivement, c'est une piste. Et ce qu'il y a à différencier. En tout cas, ce qui me paraissait important, c'est qu'il rétablit quelque chose de l'intuition freudienne qui n'avait pas les outils dont a bénéficié Lacan, justement le linguistique, le structuralisme et autres, et que Freud, il n'y a qu'à voir les avancées, hein, qu'il nous propose avec le Einzigerzug, avec voilà, que ce soit le sens opposé des mots ou tout le travail qu'il fait sur les mots, hein, la traduction, les oublis, etc. Je trouve qu'il avait, ou même ce qu'il fait pour Schreber. Pour moi, c'est un travail de linguiste qui fait quand il passe justement par toute l'expression de savoir qui aime qui. C'est moi qui l'aime, c'est moi qu'il aime, etc. Freud est là dans un travail très proche justement de cette problématique qui a été plus simple pour nous après Lacan et la reprise par Melman. Mais donc oui, c'est une piste. Il faut prendre un micro, sinon personne ne vous entend sur Zoom. Merci. Vous avez parlé de la dénégation. Alors, je pensais la différence entre la dénégation et l'ironie. Quand on dit à un enfant, ah, c'est du beau ou ah, c'est du propre. Il y a aussi une jubilation à faire un mot d'esprit. Mhm. Et concernant ce travail analytique, euh, on essaie, le patient essaie de comprendre cette recherche de l'objet A, toujours renouvelé et qui crée un manque, qui crée son désir. Et là, il se rend compte à la fin de l'analyse qu'en fait, quel est ce manque, qui l'a gouverné, ce manque. Et je voulais savoir quel est euh, le rôle du par-l'être dans ce cas-là. Comment le patient peut progresser. Comment il peut progresser? Par rapport au rôle du par-l'être, justement, il accède au par-l'être. Donc, il accède à sa vérité, à comprendre euh, par quoi il a cheminé, ses erreurs, ses fantasmes, la réalisation bonne ou pas du désir, la différence entre l'amour et le désir. Et puis, cet objet petit a qui le gouvernait, il comprend maintenant après qu'il est gouverné par un manque. Là, on reprend la leçon justement sur l'aimant et l'aimer dans le transfert. Mhm. Il se rend compte que lui, il est toujours dans une demande. Et il y a aussi le désir du psychanalyste qui joue, qui est celui supposé savoir, celui qui recèle tout. Et où, là, le transfert fait progresser. Et il voulait savoir comment vous déterminez le par-l'être, comment vous le définissez. Alors, peut-être que Stéphane et Thierry auront des manières un petit peu différentes de le dire. Moi, j'aurais juste deux ou trois pistes de lecture. D'abord, rappelez ce que Melman nous dit dans l'une de ses leçons qu'on a présentées ce soir, d'être dénaturé par le langage. C'est-à-dire, quand vous parlez de par-l'être, euh, c'est déjà dire que nous sommes des êtres de parole et qu'il ne s'agit pas d'instinct et d'avoir trouvé. Il nous dit même le confort des animaux. Il dit les animaux n'ont pas à se poser des questions.
Il y a une période, d'ailleurs, il dit que même la question de la sexualité est cyclique. Voilà. Il y a des périodes, donc ils savent qu'ils doivent le faire. Ils ne se posent pas de questions avec qui, pourquoi, est-ce que j'aime. Non, nous, du fait d'être dénaturé, c'est-à-dire éloigné de la nature, à cause de notre rentrée dans le langage, on est condamné à chercher justement cet objet. Alors, comment accompagner un patient? Je pense qu'on l'a dit un petit peu ce soir aussi, la question de ce repérage. C'est pour ça que j'appréciais, même si peut-être que pour tel ou tel objet A, j'aurais pu m'arrêter un petit peu plus, mais il va dans le détail de quel est le statut de cet objet A. Vous disiez vous-même qui nous gouverne. Effectivement, l'analyse peut aboutir à ça. C'est-à-dire, effectivement, quel est cet objet A? Et puis, comment je vais m'y prendre hein, par rapport à ce manque? Et surtout, c'est pour ça que je trouvais ça comme l'un des points les plus intéressants de cette dernière leçon, de dire c'est un objet perdu dans la mesure où le grand autre qui me demanderait de lui faire ce cadeau, ou avec qui je serais en adéquation parce que ce serait le bon objet, eh bien en fait, il n'y a personne. Donc oui, ça laisse le parler-être dans une solitude. Et je trouve, parce que je reçois des enfants et des adolescents aussi, il y a un âge à l'adolescence où, peut-être que Nazir peut le confirmer, c'est, c'est un moment qui est très angoissant pour l'adolescent. C'est quand il découvre justement cette forme de solitude, vers 15 ans, où il se sent, et je ne parle pas du tout du complexe du homard de Dolto, hein, qui m'a valu des blagues, rien à voir. Mais peut-être Stéphane ou Thierry, vous vouliez dire, Non, je rajouter trouve quelque chose? que non, non, c'est bien. Et juste, Nazir, juste pour reprendre euh, la question du nom et dans le passage de la frontière, des frontières linguistiques entre une langue et une autre. Il se trouve, d'une langue à l'autre, il y a des lettres qui ne passent pas, qui restent à la frontière, qui tombent à la frontière, qui veut dire que quand on entre dans une autre langue, ça exige de nous de renoncer à ces lettres qui ne passent pas dans les barrages frontaliers linguistiques pour l'écrire autrement avec les langues, avec les lettres de la langue dans laquelle on entre. Et parfois, c'est bizarre. Ça fait un effet de rénomination. Je ne suis pas sûr qu'on porte toujours les mêmes prénoms et les mêmes noms. Il y a un effet euh, euh, qui n'est plus le même. Il y a une écriture qui n'est plus la même. Et il y a euh, euh, une, comment dirais-je, une altération du nom qui fait qu'effectivement, qu'est-ce qu'un nom a perdu, qu'est-ce qu'il a gagné. Toujours est-il, pour entrer dans une langue, on est obligé de renoncer à quelque chose dans l'écriture de son nom et dans la prononciation même de son nom et de son prénom. Et, et ça fait sûrement au niveau de chacun, quand vous entendez quelqu'un reparler de ces lettres que son nom et son prénom a perdu, parfois de ne plus se reconnaître dans son nom et dans son prénom, du moins un certain temps. Oui, tu as raison et on pourrait passer un certain temps à donner peut-être même des exemples concrets. Tu pourrais nous dire combien de lettres A il y a en arabe, alors qu'en français, on a un seul caractère et un son, plus qui se simplifie, parce qu'il y a des prononciations qui se simplifient en français. Donc oui, là, il y a une perte, mais comme tu dis,
Il y a des choses qui restent à la frontière. Euh, il y a un mot, je ne sais pas si on a prêté suffisamment attention, enfin un mot ou une idée que nous propose Melman dans ces leçons, c'est la question de l'adéquation par rapport au grand autre. C'est-à-dire, si on a l'impression de correspondre, parce qu'il parle, c'était ces leçons ou les précédentes, je ne sais plus, à un moment donné, il parle même du sommeil, l'insomnie, puisqu'il parle de rêve. Euh, on peut dormir si on est en paix avec le grand autre. Si j'ai un contrôle de maths demain et que je sais que j'ai révisé seulement la moitié, peut-être que mon sommeil ne sera pas paisible. Et la même chose peut s'appliquer à d'autres moments de notre vie. Donc, on parlait d'enfants, puisqu'en plus la dernière leçon, c'est sur les enfants. L'apprentissage, avant même lecture et écriture, il y a l'apprentissage de la langue, qui implique un renoncement aussi. Et c'est pour ça qu'on parlait de dénaturer, d'être dénaturé, puisque ce n'est pas naturel de forcer certains muscles à prononcer de telle ou telle manière ce qu'on nous demande de prononcer. Et c'est pour ça que quand on passe à une autre langue, on nous demande quelque chose qui peut être volontiers traumatique. Je ne sais pas combien de non-arabophones ici pourraient prononcer les 5 A qu'il y a en arabe. Moi-même, nous-mêmes, peut-être, euh, n'arrivons même pas à entendre, parce que c'est pas seulement prononcer, c'est la question même de cette phonétisation dont il parle, qui est en jeu et qui concerne tout à fait notre corps. C'est du réel. Oui, c'était juste pour rappeler une chose. Melman dit un truc très intéressant dans, je crois, la leçon 5, je crois, de mémoire, mais peu importe, où il dit que si Dieu avait été traduit de la même façon, prononcé de la même façon Mm. dans toutes les religions, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Je trouve que rien que ça est intéressant. Le fait qu'on ait traduit le nom de Dieu différemment chez les juifs, les musulmans, les chrétiens, etc. Rien que ça a des conséquences, je ne sais plus quel est le terme qu'il emploie, mais des conséquences pas négligeables, quoi. Il y a un problème ça, la clinique nous l'apprend. C'est-à-dire, quand je laisse une lettre à la frontière et j'écris mon nom avec l'alphabet latin, il n'est pas étonnant que de temps en temps, dans le rêve, il y a quelque chose de ce qui a été perdu nous revient pour nous rappeler qu'il est toujours là, mais il est perdu, LR. Je ne sais plus où s'est située cette lettre. Alors, merci Nazir. Oui, Barbara. Et puis ensuite, peut-être nous allons donner la parole brièvement à la salle virtuelle parce que il ne nous reste pas beaucoup de temps et peut-être y a-t-il une ou deux questions du côté de la salle virtuelle. Juste une remarque par rapport les pronoms ou les noms qu'on perd d'une culture à l'autre, mais on perd quelque chose, mais en même temps, si on arrive dans d'autres cultures, en changeant, on gagne quelque chose. On comprend quelque chose autrement dans notre langue, ou même dans les rêves. On peut avoir cette lettre qui apparaît dans notre prénom avec peut-être avec dans la nouvelle langue, c'est que nous pourrons nous sentir profondément de nous-mêmes. C'est pas qu'une perte, on perd quelque chose, mais aussi qu'on arrive quelque part, on gagne quelque chose. Et peut-être c'est ça qu'on cherche, qu'on gagne, ou peut-être, voilà, il y a cette remarque. Après la deuxième, quand même, c'est le nom et le prénom, c'est quelque chose qui est donné à nous par quelqu'un d'autre qui nous porte. Dans le désir, dans le fantasme, dans le ventre, dans le regard, dans l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à l'affectivité, à notre histoire. Et puis, peut-être dans le travail analytique, on peut transposer ça dans les transferts, qui va se faire avec analyste ou pas. C'est juste des remarques par rapport à... Merci Barbara. Merci.
Est-ce qu'il y a du côté de la salle virtuelle, donc, y a-t-il une remarque ou une question à l'endroit de ce que nous a dit Omar ou de ce qui est évoqué dans la soirée? J'ai ajouté. Ah, Bernard, vas-y, Bernard. Ben, je voudrais bien dire quelque chose. Oui, enfin, je suis pas tout à fait d'accord pour dire, enfin, ce que Melman dit là, que c'est le premier. Bernard, on ne t'entend pas bien. Parle plus On fort. ne m'entend pas? On n'entend presque pas, là. On ne m'entend pas? Presque pas. Presque pas? Ah, là, c'est un peu mieux. Oui, mais je hurle là. Euh, attendez. Je ne sais pas si je peux augmenter mon micro. Oui, là, c'est bien, Bernard. Bon, voilà, ce que je voulais dire, on ne peut pas tout à fait dire que le premier objet petit a, c'est le placenta. Hein. Je crois que, Lacan s'en servait pour montrer quelque chose de très important comme espèce de schéma de l'objet, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'enfant cède en partant. C'est-à-dire que l'objet petit a, c'est quelque chose de l'enfant qui doit être cédé. Et c'est ça qui me semble enfin, important, parce que le sein reste un des objets essentiels. Hein. Bon, on est d'accord là-dessus. À propos du sens opposé, là, l'idée de Lacan du cross-cap, qui est la structure du fantasme, c'est fondé sur l'identification des points opposés. Et je pense que dans la clinique, on peut voir que l'inaccessibilité à entendre un sens opposé, c'est quelque chose qui relève de la psychose. De la psychose. Oui, quand A est A, et chez certains autistes, je pense aussi c'est très sensible. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accessibilité à l'idée qu'un sens est aussi, c'est toujours le contraire. Et à propos de la délégation, non, ce n'est pas ma mère, évidemment. Freud va un peu vite. Il dit c'est ma mère. Mais bon, Oui. Il y a toujours cette idée que on entend, tous les mots font entendre l'opposé quelque part. Oui. A et non A. Je crois que Virginia voulait dire quelque chose aussi. Oui, c'était une petite remarque sur la traduction en relation avec les noms de Dieu d'Imelman, mais je crois, et il faudrait le vérifier, qu'à chaque fois qu'on a traduit les textes sacrés, ça produit une scission par rapport à la religion, à la théologie précédente. Hein. Les plus proches, c'est la traduction en allemand avec la Réforme, mais la traduction du Coran, la Septante, la traduction en grec, en latin, il n'y a pas, je pense que ce n'est pas seulement le nom de Dieu, mais qu'il y a une traduction. Quand on traduit un texte sacré, on ne peut pas adhérer au texte qu'on a traduit. Ça, c'est une première remarque. C'est une idée, hein, une question même. Et la deuxième, c'est une vraie question aussi. C'est la question de la chute de la lettre dans la lettre volée. Ces textes de la lettre volée, la suite d'Alpha Beta Gamma, c'est des choses qui, pour moi, restent assez énigmatiques, mais c'est ce que Melman, c'est pas la première fois qu'il en parle, comment cette chute de la lettre va être à l'origine de l'apparition du 1, par exemple. Qu'est-ce que c'est donc cette chute de la lettre par rapport au réel de la littéralité dans l'inconscient tel qu'il se manifeste dans les rêves? Ça a l'air d'être des choses un petit peu savantes, mais pour moi, la chaîne des Markov, comme Lacan semble l'associer à un refoulement originaire, c'est une vraie question. Une vraie question. Et Lacan, Melman, il revient souvent hein, sur la chaîne des Markov, la lettre volée. Ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse, hein, mais il en parle dans ses leçons et il m'a semblé important de les souligner, même si c'est sous la forme d'un énigme. Hein. Oui, et c'est vrai que dans le séminaire, pour le dire très rapidement, mais tu as dû lire la différence qu'il fait entre le 1 et le petit a.
Voilà. Où effectivement, il rappelle que le 1 se fonde sur le 0. La chute. Voilà, La chute voilà, est- sur une limite, sur un impossible, un réel, alors que l'objet A, il parle de série. Il n'y a aucune limite. Et il rappelle, justement, c'est pour ça que je pensais aussi à ton livre sur les mathématiques, parce qu'il y a la question d'un infini, d'une série. Voilà, les nombres réels, par exemple, entre 0 et 1, où voilà, il parle là mêlement de l'objet A. Maintenant, ta question reste entière, hein, Pour et je moi, pense c'est qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps pour nous perdre entre 0 et 1. Voilà. Mais c'est une vraie question. Tout comme la question de la traduction, hein, les effets d'une traduction quand il s'agit d'un texte sacré, par exemple. Mm. Bien, chers amis, peut-être allons-nous nous arrêter là-dessus à cause de l'heure, il est 22h30. Donc la prochaine séance de notre séminaire aura lieu le 11 février, le mardi 11 février. Et d'ici là, portez-vous bien, bonne année et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.